et messieurs, ceux qui sont ici comme ceux et celles qui sont avec nous en ligne, je suis heureux de vous saluer au terme de cette assemblée plénière de mars 2023. Comme vous le savez sans doute, nous avions à cette assemblée deux grands sujets. Le premier, c'était de recevoir les résultats du travail, des groupes de travail que nous avons mobilisés à partir de novembre 2021, à la suite du rapport de la SIAZ, donc 9 groupes de travail, pilotés chacun par un laïc, avec parmi les membres de ce groupe, chaque fois un évêque et une personne victime qui nous avait été proposée par ou désignée par un collectif qui s'était mis d'accord les uns avec les autres. Et puis d'autres membres de ce groupe de travail, à peu près une dizaine de personnes, plus ou moins, plutôt plus d'ailleurs, dans chaque groupe, choisi par le pilote en fonction de ses compétences ou de critères, en tout cas dont le pilote était maître. Voilà, donc ces 9 groupes sur différents sujets, je ne vais pas les détailler ici, ont travaillé très bien et je profite de ce que nous soyons ensemble pour remercier vraiment les uns et les autres pour l'immense travail qu'ils ont accompli pendant toute cette année. Et puis il y avait un 10e groupe qui a été suscité par le Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie, un groupe chargé de réfléchir à la question de la démarche mémorielle, qui est un sujet qui nous occupe depuis longtemps. Voilà, donc tous ces groupes nous ont rendu compte de leur travail en une après-midi, mardi après-midi, mercredi matin, des temps de travail en commun, un peu entre les évêques et puis les membres de ces groupes de travail, sans compter les temps de prière, les temps de repas et les rencontres informelles que nous avons pu avoir. Tout ceci, je crois, a créé un très beau et très paisible et très profond climat de fraternité et de service vraiment du Christ et de l'Église entre nous. Voilà, et nous a préparé donc aux décisions que nous avions à prendre ensuite. Puis l'autre sujet, comme vous le savez aussi, était la question de la réforme des structures de la Conférence des évêques. Cette réforme, nous y avons travaillé pendant presque 2 ans avec l'aide d'un cabinet, disons, qui nous a accompagné dans la démarche. Il y a 2 raisons à cette réforme des structures. La première, c'est une contrainte budgétaire qu'il nous faut bien anticiper pour être sage, donc qui ne permet pas d'avoir tout à fait la même ampleur que ce sur quoi nous vivions aujourd'hui, d'autant que nous ne pouvons plus fournir autant de religieux, de religieuses, de prêtres qu'auparavant et que nous ne pouvons pas embaucher des laïcs dans le même nombre. Et puis surtout, nous avions aussi le désir, après une quinzaine d'années de fonctionnement de la conférence d'évêques telle qu'elle est organisée, d'y introduire plus de souplesse, plus de jeu, plus de circulation de haut en bas, de bas en haut, pour permettre une meilleure mission et voilà, plus de réactivité aux défis de ce temps. Voilà, nous avons avancé sur ces 2 sujets. Je reprends le premier, la question des groupes de travail. Donc, ils nous ont remis, comme vous le savez, une soixantaine de propositions voilà, que nous avons, sur lesquelles nous nous sommes prononcés de manière différenciée qui va vous être exposée. En gros, si vous voulez, il y avait des décisions qui dépendaient complètement des évêques et sur lesquelles nous avons pris les décisions une à une pour décider si nous nous engagions dans la voie qui nous était indiquée ou pas. Donc, ceci concerne essentiellement le groupe de travail concernant le ministère des évêques et le groupe de travail concernant le suivi des associations de fidèles menant la vie commune. Et puis, un certain nombre d'autres propositions dont il nous a semblé nécessaire de les faire travailler par ceux qui sont dans nos diocèses, dans toutes les structures de l'Église, les acteurs de ces sujets. Ça concerne le groupe de travail numéro 1 sur la lutte contre les abus, notamment avec les cellules d'accueil et d'écoute. Ça concerne aussi les séminaires, ça concerne aussi les prêtres. Voilà, nous ne pouvons pas décider tout pour les prêtres d'en haut. Il nous faut les associer et leur permettre de s'approprier ce qui nous est proposé. D'autant que ce qui est important dans le travail qui nous a été remis, ce sont les propositions qui nous sont faites, qui sont toutes intéressantes, importantes et que nous voulons mettre en œuvre, mais c'est aussi les analyses qui sont proposées. Et il est très important que notamment les prêtres puissent se les approprier. Voilà, donc ça c'est le cadre général dans lequel nous nous sommes situés et je vais laisser
les vice-présidents vous présenter. Alors, l'un, les résolutions qui ont abouti à des décisions, et puis l'autre, les décisions qui ont abouti à des décisions, mais la décision étant de faire travailler un certain nombre de composantes de nos églises. Groupe de travail, comme vous l'avez entendu, et donc il a été décidé que pour les groupes de travail 1, 2, 3, 4, 6 et 8, il y aurait un travail qui se ferait donc en lien avec différentes instances de collaboratrices, de collaborateurs qui vont nous aider à réfléchir la mise en œuvre concrète, pratique des différents éléments qui nous ont été transmis et des points d'attention. Parce que vous voyez bien, ça a été dit tout à l'heure par notre président dans le discours de clôture, il y a un grand défi qui est celui de changement de culture, d'un changement de mentalité dans lequel nous sommes. Et il ne suffirait pas que nous prenions des décisions ici à Lourdes pour qu'elles se mettent en œuvre sur le terrain très concrètement. Il y a déjà des choses qui se font, bien évidemment, nous ne partons pas à zéro, vous le savez bien, mais pour que le travail se poursuive et que nous prenions pleinement la mesure de ce que nous avons à faire et continuer à faire, eh bien, il y a la nécessité de travailler avec tous ceux qui, dans les diocèses, nous aident. Alors, je pense en particulier au groupe numéro 1 sur le partage des bonnes pratiques devant les cas signalés. Eh bien, il a été décidé, alors d'abord, de bien dire aux groupes de travail avec lesquels d'ailleurs nous avons travaillé pratiquement une journée en 2 séances, de bien dire au moment du vote que d'une part, oui, nous votions bien évidemment ces dispositions, que nous les accueillons avec gratitude, mais que ce travail doit se faire donc dans la collaboration, en particulier avec le Conseil de prévention de lutte contre la pédophilie, et puis dans nos diocèses, très concrètement, pour chaque évêque, avec en particulier les cellules d'accueil que nous avons, et qui sont des hommes et des femmes appelés au titre de leurs compétences, de leur expertise, et qui sont, je dirais, les meilleurs experts justement pour reprendre les propositions qui ont été faites et voir comment elles se mettent en œuvre concrètement. Je pense particulièrement, par exemple, la question des rapports avec les parquets. Aujourd'hui, beaucoup de diocèses, pratiquement 80%, ont signé des conventions avec les parquets. Et les quelques endroits où il n'y a pas, parfois, c'est qu'on est en train de le faire ou parfois des procureurs ne l'ont pas souhaité. Moi, je vois à Tours, ça fait 1 an et demi maintenant, même presque 2 ans que la signature est faite. Donc, vous voyez, ce travail, ces vérifications, voir ce qu'il faut encore mettre en œuvre, ce qui est déjà mis en œuvre, tout ce discernement et cette mise en œuvre concrète, il faut que localement, ça puisse s'incarner et se vérifier. Les cellules d'écoute, donc, seront à disposition pour cela. Le groupe de travail numéro 2 concernait la confession et l'accompagnement spirituel. Là encore, il y a un travail qui va devoir se faire alors avec ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire le rassemblement des prêtres, mais aussi l'aide d'experts et avec le lien avec nos collaborateurs laïcs, parce que l'accompagnement spirituel, ce n'est pas seulement les prêtres, mais les prêtres, c'est le sacrement de confession, le sacrement de réconciliation. On sait qu'une grande partie des abus sont venus par le biais de ce sacrement, donc il est important de travailler et de travailler sur la formation. Il est important de travailler sur le lien avec, je dirais, les cellules d'accueil aussi, pour que cette culture à nouveau de la prévention, la manière de célébrer, les lieux où l'on célèbre, la reprise sur la manière de célébrer, voire aussi éventuellement, pour certains prêtres, le fait de n'avoir plus la possibilité de célébrer. Vous savez que le fait de pouvoir célébrer est distinct du fait d'être prêtre, hein, ce n'est pas automatiquement lié. Donc tout cela, nous devons pouvoir le réfléchir localement. Je pense aussi au groupe numéro 4 sur le discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres. Là encore, bien évidemment, il y a un partenaire privilégié, c'est le grand séminaire où sont formés les futurs prêtres. Or, les grands séminaires sont assez différents les uns des autres. Ils ont des cultures, des traditions qui peuvent être différentes. Donc, il est important que les responsables de séminaires, en lien avec d'ailleurs le conseil de la pastorale des enfants et le service des vocations, puissent travailler toutes les questions, par exemple, de formation, bien évidemment, dans les séminaires. Ça, ce seront je dirais ce qu'on appelle les ratios de formation, mais de pouvoir les adapter et d'être en particulier, vous l'imaginez bien, attentif à toutes les questions de maturité affective, de critères de cette maturité affective, et puis toute la question de l'accompagnement psychologique. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, je suis ancien supérieur de séminaire, je l'ai été 8 ans. En 2001, c'est-à-dire il y a 22 ans, c'est quelque chose
qui se mettaient déjà habituellement en place dans le séminaire, en tout cas dans lequel je travaillais. Donc, pour dire que ce n'est pas non plus nouveau, mais que peut-être il y a une vérification, il y a peut-être un audit à fait de ce qui se fait déjà pour voir si on est véritablement dans ce qui est souhaité et ce qui nous a été rappelé de manière forte, détaillée, attentive par les groupes de travail. Et puis, je vais terminer par le groupe de travail numéro 6, qui est celui de l'accompagnement des prêtres en particulier. Et là, bien évidemment, beaucoup de propositions nous ont été faites qui sont tout à fait intéressantes. D'abord sur l'accompagnement des prêtres, les questions par exemple de coaching pour un certain nombre de prêtres, la question de la supervision, c'est-à-dire comment est-ce qu'on relie l'expérience que vit un prêtre, les questions des nominations, c'est-à-dire comment les penser dans la dynamique de vie d'un prêtre au moment où il en est, avec ses talents, avec ses limites. On peut penser aussi, par exemple, à la question des compétences à acquérir et de la formation permanente, comment accompagner tout cela. Vous comprenez bien que là aussi, il ne suffirait pas que nous le décidions ici formellement, il faut pouvoir, avec les prêtres, y réfléchir, voir la faisabilité, le voir avec d'autres collaborateurs et collaboratrices aussi, pour que nous ayons quelque chose qui soit cohérent et qui soit vraiment, je vous le redis, parce que je crois que c'est le plus important. Moi, je le vérifie quand je suis sur le terrain, dans des paroisses, dans des visites pastorales. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mentalité qui doit continuer à bouger, quelque chose de la culture nouvelle dans laquelle nous entrons, en tout cas dans laquelle nous progressons, qui doit pouvoir se faire. Et ça ne pourra pas se faire sans ceux qui sont dans ce dispositif, nos collaborateurs, collaboratrices et alliés dans ce moment dans lequel nous sommes. Simplement donc pour dire que la première de ces décisions, c'est la décision d'adopter un principe de visite régulière. Ce n'est pas simplement le principe, c'est aussi le principe tel que le groupe de travail nous a suggéré de le mettre en œuvre, avec une mise en œuvre assez précise, avec un binôme qui puisse être visiteur, dans le binôme avec un évêque et un laïc, homme ou femme, religieux, religieuse, voilà, mais un binôme qui puisse faire la visite et annoncer en amont, que cette visite soit annoncée en amont de façon à permettre à toute personne de pouvoir s'adresser donc aux visiteurs. Un deuxième champ de décision, c'est ce qui concerne les rencontres avec les prêtres. Alors, ça fait référence un peu au groupe de travail sur le ministère et la vie des prêtres. Mais là, on est dans le cadre des rencontres possibles pour les prêtres, la possibilité pour chaque prêtre de pouvoir rencontrer régulièrement l'évêque. Et c'est cela que nous avons décidé de travailler, mais nous le renvoyons exactement dans la même dynamique que l'a exposé Monseigneur Jordi. Nous le renvoyons à travailler au conseil presbytéraux pour voir selon quelle modalité cela peut se faire. Nos diocèses sont très différents et donc les modalités d'exercice de cela sont bien sûr très différentes. Un troisième champ de décision, c'est de s'assurer entre nous, au niveau de chaque conseil, de la diversité de composition de nos conseils épiscopaux. Vous savez que le conseil épiscopal est un conseil privé de l'évêque, il n'est pas obligatoire par le droit canon. Chaque évêque se constitue son conseil épiscopal comme il le souhaite, mais ici, nous nous posons une contrainte que nous adoptons, qui est de le composer donc dans la diversité avec des clercs, des consacrés, des laïcs, en veillant à la présence de femmes. C'est écrit dans cette décision. C'est une façon de nous contraindre dans la composition de ce conseil. Une quatrième décision qui est de travailler notre formation. Nous avons une formation lorsque nous sommes nommés évêques, nous avons une formation initiale à Rome, et puis ensuite nous en avons organisé une au niveau de la conférence des évêques. Mais ici, nous mettons un cadre, toujours sur les recommandations du groupe de travail, avec un socle de formation pour les 5 premières années d'épiscopat, et puis ensuite de préciser un travail de formation continue, avec également dans cette même logique, je trouve, l'établissement d'un mentorat pour les nouveaux évêques par des frères aînés. Pas forcément des frères évêques émérites, des frères aînés qui ont une expérience et qui peuvent conseiller un évêque nouvellement nommé. Ça, c'est ce qui relevait de notre capacité à décider par nous-mêmes en assemblée, et nous l'avons fait. Nous nous sommes donc exprimés sur ces décisions. Et puis, il y a le groupe de travail 9 qui nous a fait travailler aussi sur la vigilance et contrôle sur les associations de fidèles menant la vie commune, qui est un autre cadre dans lequel nous avons vu s'exercer des abus s'il n'y a pas de vigilance suffisante. Il s'agit de vigilance épiscopale, mais les termes de cette décision, je ne vais pas les reprendre dans les détails, expriment à chaque fois de le travailler à plusieurs. Le mot collégial revient
dans chacune des décisions, c'est-à-dire que lorsque chaque évêque est conscient ou connaît une difficulté, un dysfonctionnement dans une association de fidèles menant la vie commune, il y a une forme de process qui nous oblige à mettre en commun ce que nous savons et même à prévenir si nous avons des indications que telle association qui a posé question dans un diocèse s'implanterait dans un autre diocèse. Il y a quelque sorte un partage de connaissances et de savoir, y compris avec des mots assez précis comme archivage, comme fichier national des personnes avec qui il y avait eu des dysfonctionnements. Il y a quelque chose de très engageant dans la forme, dans cet ensemble de décisions liées au groupe de travail 9. Et là aussi, nous étions en mesure, par nous-mêmes, sans faire le détour par d'autres raisons, de pouvoir prendre les décisions qui nous étaient demandées de prendre. Dans cette ligne-là, je voudrais souligner aussi ce que vous trouvez à la dernière page du communiqué donnant les résolutions votées, c'est-à-dire le suivi et la mise en œuvre. Donc, les évêques ont décidé de confier au Conseil permanent le soin de suivre la mise en œuvre de toutes ces propositions votées, du travail d'appropriation et d'intégration dans les diocèses. Et il le fera avec l'aide de 2 personnes qui restent à définir, mais en tout cas, pas seul, mais avec 2 personnes extérieures à la conférence des évêques pour nous stimuler dans ce travail. Et enfin, c'est la deuxième résolution à ce propos, un point d'étape et d'évaluation sera fait en mars 2025, qui correspond normalement à la fin de la mission de ce conseil permanent-ci. Donc, ce sera une manière de boucler les choses. Un point d'évaluation, ça ne veut pas dire que tout est terminé, mais ça veut dire qu'on fait le point sur ce qui est acquis, ce qui n'est pas encore. Parce que, comme ça a été bien dit par Monseigneur Jordi et par Monseigneur Blanchet, il s'agit d'insérer dans notre Église, en France, concrètement, dans toutes les composantes de l'Église, une culture nouvelle, qu'on peut appeler une culture de la responsabilité, de la vigilance, mais aussi une culture partagée. Nous portons ensemble la vie de l'Église. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier pan de notre travail, celui donc de la réception du travail des groupes de travail mis en place après l'application du rapport de la SIAZ. Et puis ensuite, il y a ce qui concerne la transformation de notre conférence des évêques. Là, succinctement, il y a trois niveaux, disons, de transformation. Nous avons décidé pour le moment, nous sommes organisés en conseils, qui sont des groupes d'évêques qui suivent des services nationaux. Nous avons décidé de défaire cette structure des conseils et des structures et des services nationaux, sauf 3 conseils que, pour différentes raisons, nous sommes obligés de maintenir, comme le Conseil pour la question canonique, le Conseil de l'enseignement catholique, il me manque un 3e, le Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie, et puis la commission doctrinale qui, elle, est statutaire à l'échelle de l'Église universelle. Donc voilà, nous allons remplacer progressivement tout ce dispositif par une organisation en 3 pôles missionnaires et 3 pôles support. 3 pôles missionnaires, c'est l'annonce de la foi, dialogue, bien commun et solidarité. Et le 3e, les acteurs de l'Église, et 3 pôles support, juridique et ressources, communication, affaires institutionnelles et internationales. Alors, ces pôles seront pilotés par une instance composée d'un évêque qui présidera cette instance, d'un secrétaire général adjoint qui sera le coordinateur de tout ce pôle, et puis un groupe de 5 évêques, dont 1 ou 2 membres du conseil permanent, et puis 5 autres personnes choisies en fonction de leurs compétences par celui qui préside l'instance. Voilà. Et ces pôles fonctionneront avec des équipes nationales à constituer sous différentes formes, différentes modalités qu'il faudra distribuer. Donc, des équipes nationales animant, par exemple, un réseau, un observatoire ou des observatoires qui seront internes à la conférence d'évêques ou extérieurs, confiés à une institution académique, par exemple. Et puis, éventuellement, telle ou telle thématique sera mise en veille ou en jachère. Voilà. C'est d'autres groupes de travail que ceux qu'on a évoqués. Voilà. Alors, l'autre composante de cette transformation, c'est le conseil permanent. Pour le moment, il y a au conseil permanent le président, les 2 vice-présidents et 7 autres évêques, dont l'archevêque de Paris. Il y aura toujours le président et 2 vice-présidents
et l'archevêque de Paris. Mais désormais, les évêques qui participeront au nom de la province à laquelle ils appartiennent. Et c'est l'assemblée plénière qui élira les évêques, chacun dans sa province. Voilà. Donc, ça va nous faire un conseil permanent plus important, mais qui sera davantage relié d'un côté aux provinces et de l'autre côté davantage relié aussi au pôle, c'est-à-dire au travail qui se fait dans la maison, puisque un certain nombre d'évêques du conseil permanent participeront aux instances de pilotage des pôles. Et enfin, concernant l'assemblée plénière, le principal changement sur lequel nous sommes accordés reprend une des suggestions du groupe de travail 7 sur l'association des laïcs aux travaux de la conférence, d'avoir tous les 3 ans une assemblée que nous appelons de style synodal, pour ne pas donner une forme juridique trop précise, parce que si nous disons synode, c'est plus compliqué. Donc, nous disons une assemblée de type synodal, dans laquelle les évêques viendront avec 2 invités qui resteront à définir. Et le travail de préparation de cette assemblée sera confié à une équipe composée d'évêques et puis d'autres personnes, ayant d'autres places, disons, dans l'Église. Maintenant, à ce que la préparation puisse se faire un peu dans un certain long terme, ou en tout cas un certain moyen terme, sur 3 ans, et puis qu'elle soit déjà synodale. Voilà donc un aspect important. Je redis donc que cette réforme, elle a pour but à la fois de nous permettre de tenir dans une certaine enveloppe budgétaire que nous ne pouvons pas dépasser, et puis d'autre part, ce qui nous oblige à une certaine réduction. Et puis d'autre part, il s'agit de donner plus de souplesse, plus de mouvement, plus de circulation, de bas en haut, de la province vers le conseil permanent, du conseil permanent vers les provinces, de haut en bas, depuis les pôles, puisqu'il se vit dans la maison, vers le conseil permanent, et retour aussi. Des aspects qui aujourd'hui dans lesquels il y a pas mal de frottements aujourd'hui. Donc voilà, au total, comme je le disais en commençant, une assemblée qui a été marquée par une belle sérénité, nous avons bien travaillé, vraiment bien stimulée par nos rencontres avec les membres des groupes de travail et par le travail aussi entre nous sur cette réforme. Et nous sommes heureux d'avoir pu prendre des décisions assez structurantes pour l'avenir, d'un côté de la conférence des évêques, ce qui n'est pas si important, mais surtout très structurante pour l'Église et la culture que nous transportons dans notre Église. Alors, il faut parler d'autres sujets que nous avons abordés. Allons-y. Abordons l'olympisme, puisque nous avons aussi eu une petite séquence sportive. Vous le savez, en tout cas vous ne l'ignorez pas, il y aura les Jeux Olympiques à Paris en France en 2024, non seulement les Jeux Olympiques, mais les Jeux Paralympiques, il ne faut pas l'oublier. L'Église de France a voulu réfléchir à cet événement et y participer à sa manière. Ça a été déjà pensé en amont, puisque déjà en 2021, il y a plus d'1 an et demi maintenant, a été présenté un document épiscopat qui parlait de l'Église, de la vie chrétienne et du sport. Et à partir de ce moment-là, a été réfléchie une commission qui était chargée et est chargée, évidemment, de préparer l'événement. Il y a 2 évêques qui sont dans cette commission. Emmanuel Gobillard, qui est aujourd'hui évêque de Digne, et qui a une mission d'ailleurs du Saint-Siège de représentation dans ce domaine, et puis Philippe Marseille, évêque auxiliaire de Paris, qui suit plus particulièrement la question du sport et des aumôneries liées au sport sur Paris. Il y a donc, vous le savez bien, les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris, mais aussi dans le reste de la France. Il y aura Saint-Denis en particulier qui sera beaucoup concerné, mais il y a plusieurs départements, donc pour nous des diocèses, qui accueilleront des délégations, qui accueilleront d'autres activités, Marseille entre autres. Et donc cela nous permet de réfléchir vraiment à un dispositif d'accompagnement à notre niveau, avec la volonté, je dirais, d'être présent à notre manière. Cela conduit à créer ce qui sera une aumônerie dans le village olympique, une aumônerie qui pourra proposer tout à la fois des temps spirituels, des expositions. On nous a quand même rappelé hier que Pierre de Coubertin était un catholique et qu'il avait en particulier nourri sa réflexion autour des Jeux Olympiques à travers aussi sa vie personnelle. Et puis, dans ce village olympique, eh bien, cela permettra des rencontres. En particulier, ce que nous voulons aussi faire,
c'est faire un lien entre ces Jeux olympiques et la jeunesse. Il nous semble qu'il y a dans l'olympisme, il y a dans le sport de manière générale des valeurs de solidarité, des valeurs d'effort, des valeurs de lien entre les personnes, de joie partagée, de fraternité qui sont extrêmement importants. Je ne vous apprendrai rien en disant que notre pays a peut-être plus besoin de cela qu'autre chose et qu'à d'autres moments. Et donc, il nous semble très important au niveau de la jeunesse qu'il puisse y avoir la promotion de ces valeurs et de ces points d'attention, en lien en particulier avec l'école catholique, en lien avec, par exemple, les mouvements scouts, les différentes aumôneries. Et il y a donc toute une réflexion autour du sport, autour du corps aussi, de l'importance du corps, de ce don qui nous a été fait, de la création. Voilà, avec aussi des événements un peu phares qui vont encadrer, je dirais, toute cette période durant les Jeux olympiques, c'est-à-dire le 19 juillet 2024, une messe à la Madeleine à Paris, qui sera d'une certaine manière la célébration pour nous, à notre niveau, célébration d'ouverture de ce temps original qui va s'ouvrir, et puis une célébration à Saint-Denis de clôture le 8 septembre 2024. Donc, entre ces deux moments, il y a pour le moment la présentation, et d'ailleurs, la déléguée de l'organisation parisienne est venue nous rencontrer, a rencontré l'Assemblée donc hier et nous parler de ce projet, de le présenter. Il y aura donc entre ces deux célébrations, d'ouverture en juillet et de fermeture de clôture en septembre, donc toute l'animation que nous pourrons faire et dont nous espérons qu'elle puisse, comme dit, participer à notre manière, et là où nous sommes, à enrichir la qualité de la réflexion et de la vie dans notre pays. Et rapidement, donc au milieu de l'été aussi, donc il va y avoir les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. 1 million de jeunes sont attendus, hein, donc comme chaque année, enfin comme chaque rassemblement de ce type-là, c'est une vraie fête. C'est à la fois un temps de formation, de confiance donnée aux jeunes pour la part qu'ils ont apportée dans la transformation du monde et de l'Église, et puis aussi un temps très très convivial, très très fraternel. Donc, ces JMJ vont se dérouler selon le même processus, enfin le même déroulement que d'habitude, avec un petit changement qui nous a fait sourire en assemblée, puisqu'on ne parlera plus de catéchèse, mais de temps rise up, pour dire levez-vous et mettez-vous en marche. C'est quelque chose de très dynamique annoncé dans ce rassemblement. De France, il va y avoir 30 000 jeunes pour le sûr, hein, qui seront présents. C'est un nombre très important. C'est le même, pour donner un peu un ordre d'idée, c'est le même nombre que celui qui était en œuvre pour Cracovie en 2016. 30 000 jeunes français, 30 000 jeunes également donc, à Lisbonne, mais sans doute plus. Moi, je vois dans le diocèse de Créteil, il y a 400 jeunes inscrits et il y a une liste d'attente qui commence à s'allonger pour pouvoir résoudre les questions de forfait et ainsi de suite. Il y a une vraie mobilisation des jeunes sur cet événement. Tous les diocèses de France sont accueillis dans tous les diocèses du Portugal. Il y a 17 diocèses au Portugal et chaque diocèse accueillera des Français. Donc, nous allons avoir une expérience très, très large de l'Église au Portugal. Et puis, la deuxième semaine, donc, ce rassemblement avec tous les jeunes du monde entier. Encore une fois, c'est 1 million de jeunes attendus à Lisbonne.